Aujourd'hui, on va se pencher sur l'opération Torche. C'est un moment absolument clé de la Seconde Guerre mondiale, mais souvent un peu oublié. Un pari risqué, complètement fou même, mais qui a vraiment changé la donne. Et au cœur de cette histoire, il y a une question qui a l'air de sortir tout droit d'un roman d'aventure. Comment est-ce qu'une petite poignée de civils a bien pu neutraliser une armée entière? C'est ce mystère qu'on va essayer de résoudre. Pour bien comprendre l'enjeu de Torche, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. On est en 1942. Et pour les Alliés, à ce moment-là, la situation, elle est catastrophique. Il faut bien se représenter le tableau. En 1942, la machine de guerre de l'Axe semble vraiment inarrêtable. Hitler est en train de s'enfoncer au cœur de l'Union soviétique. Staline, lui, supplie d'ouvrir un second front en Europe pour soulager un peu la pression monstrueuse sur l'armée rouge. Pour les Alliés, c'est simple. Soit ils agissent vite, très vite, soit ils risquent de perdre la guerre. La question, c'est où frapper? Et là-dessus, les Alliés ne sont mais alors pas du tout d'accord. D'un côté, il y a les Américains, avec Roosevelt et le général Marshall. Eux, ils veulent y aller franco, un assaut direct à travers la Manche pour libérer la France. De l'autre, il y a les Britanniques. Hantés par le souvenir des boucheries de 14-18, ils sont beaucoup plus prudents. Churchill, lui, défend une approche plus indirecte. Attaquer ce qu'il appelle le ventre mou de l'Europe, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, pour prendre l'axe à revers. Et c'est finalement cette stratégie, moins frontale mais jugée plus sûre, qui va l'emporter. Mais ce plan, il repose sur une inconnue énorme. Que vont faire les 60 000 soldats français de l'armée d'Afrique? Des soldats loyaux au maréchal Pétain, au régime de Vichy. Vont-ils se battre contre les Alliés? C'est pour éviter ce piège mortel qu'un groupe de héros assez improbable va entrer en jeu. Et quand on regarde qui sont ces résistants, c'est fascinant. Ce ne sont pas des militaires de carrière, non. C'est un réseau de civils de tous les horizons. Des fonctionnaires, des jeunes étudiants, des patriotes, et parmi eux, énormément de juifs, qui sont directement menacés par les lois antisémites de Vichy. Tous ont décidé d'agir dans l'ombre pour préparer le terrain. La suite, c'est carrément un film d'espionnage. Dans une ferme paumée près de Cherchell, les plus hauts gradés américains rencontrent en secret les chefs de cette résistance. Et là, un pacte incroyable est scellé. Le jour J, les résistants vont paralyser Alger depuis l'intérieur. Et leur plan est d'une audace folle. Ils vont utiliser les brassards officiels du plan de sécurité de Vichy, les brassards VP, pour se faire passer pour des troupes loyalistes et, comme ça, prendre le contrôle de tous les points stratégiques de la ville. On y est. La nuit du 7 au 8 novembre 1942. L'heure H approche. Pendant que la flotte alliée avance en silence dans la Méditerranée, à terre, le destin de l'invasion va se jouer de façon radicalement différente d'une ville à l'autre. 400. C'est tout. C'est leur nombre. À peine 400 partisans, avec de vieux fusils pour la plupart, qui s'apprêtent à défier à Alger le 19e corps d'armée et ses dizaines de milliers de soldats. Le succès de tout le débarquement en Afrique du Nord repose sur eux. Et là, contre toute attente, le plan se déroule à la perfection. En quelques heures à peine, ce petit groupe met la ville KO. Ils prennent les centres de pouvoir, coupent les communications et réussissent un coup de maître absolu. Ils arrêtent le général Join, le commandant en chef, et, par un hasard incroyable, ils mettent aussi la main sur l'amiral Darlan, le numéro 2 de Vichy, qui était là. L'armée est complètement décapitée, paralysée. Et le résultat de cette action, c'est que lorsque les troupes alliées débarquent au petit matin sur les plages d'Alger, eh bien, elles ne rencontrent quasiment aucune résistance. Un port stratégique majeur est pris, intact. C'est une victoire immense, obtenue avec un minimum de pertes. Mais malheureusement, ce succès fulgurant à Alger est une exception. À Oran et au Maroc, les complots similaires de la résistance, eux, échouent. Les autorités de Vichy sont alertées et donnent l'ordre de résister. Et ce qui a été une opération quasi pacifique à Alger se transforme partout ailleurs en un bain de sang fratricide. Ce contraste terrible entre Alger et les autres points de débarquement, il se mesure en vie humaine. Le bilan des combats montre de façon tragique ce que l'audace des 400 résistants a permis d'éviter. Les chiffres y font froid dans le dos. En seulement 3 jours, on compte plus de 1300 morts côté français et presque 500 côté alliés. C'est une tragédie absolue. Des soldats qui, quelques années plus tôt, étaient alliés, s'entretuent sur les plages et en mer. La bataille navale de Casablanca est le symbole de cette violence. La marine française obéit aux ordres de Vichy et se bat avec un courage désespéré contre une flotte américaine bien supérieure. Le port se transforme en cimetière de navires. C'est la démonstration terrible de ce qui arrive quand le plan de la résistance échoue. Finalement, après 3 jours de combat terribles, l'ordre de cessez-le-feu est donné.
La victoire militaire des Alliés est totale. Mais c'est là que s'ouvre un chapitre politique d'une complexité et d'une controverse absolument incroyable. À partir de ce moment-là, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Le cessez-le-feu est signé le 11 novembre. La réaction d'Hitler est immédiate. Il envahit la zone sud de la France, ce qui met fin à l'illusion d'un État français indépendant à Vichy. En quelques jours, la carte de la guerre en Europe est complètement redessinée. Mais comment ce cessez-le-feu a-t-il été obtenu? C'est là que l'histoire se complique. Pour arrêter les combats, les Américains négocient avec l'homme qu'ils ont capturé par hasard à Alger, l'amiral Darlan, une des figures de proue du régime de Vichy. C'est le fameux deal Darlan. En échange de son ordre de cessez-le-feu, les Alliés le reconnaissent comme la plus haute autorité française en Afrique du Nord. Une décision peut-être efficace militairement, mais politiquement, c'est une bombe. Et là, on atteint le comble de l'ironie. Une ironie cruelle. Les héros du 8 novembre, ces 400 résistants qui ont livré Alger aux Alliés sans un coup de feu, se retrouvent où, à votre avis? En prison. Arrêtés sur ordre de cette nouvelle administration dirigée par Darlan, l'homme même qu'ils avaient aidé à mettre au pouvoir. C'est une illustration amère et absurde des compromis de la guerre. Pourtant, malgré tout ce chaos politique, malgré ces compromis amers, sur le plan purement stratégique, il faut le dire, l'opération Torche reste un succès retentissant. C'est l'un des vrais tournants de la Seconde Guerre mondiale. L'impact de l'opération est tout simplement colossal. L'Afrique du Nord devient une base arrière formidable pour préparer l'invasion de l'Italie, la puissante armée d'Afrique rejoint le combat aux côtés des Alliés, et surtout, Torche prouve que des opérations amphibies de cette taille, c'est possible. Si on ajoute à ça les victoires de Stalingrad et d'El Alamein à la même période, on peut dire que le vent est vraiment en train de tourner. Au final, on le voit bien, l'opération Torche, c'est bien plus qu'un simple débarquement. C'est un énorme coup de poker, un mélange de diplomatie secrète, de courage de simples civils et de puissance militaire qui a durablement changé l'équilibre des forces et qui a ouvert la voie vers la victoire finale en Europe. Ce qui nous laisse avec la grande question que soulève cette opération. Pour sauver des vies et pour gagner vite, les Alliés ont pactisé avec un des piliers du régime de Vichy. Alors, est-ce que c'était un mal nécessaire, du pragmatisme militaire, ou est-ce que c'était une trahison des principes pour lesquels on se battait? Toute la